Bonsoir, me voilà pour cette émission sur les mots. Les mots et comment les mots peuvent être comme des coups. Christiane, bonsoir, ravie que tu sois là. Ça a marché finalement après quelques problèmes techniques. Je suis vraiment très contente, c'était un peu compliqué. Désolée pour ça. On va attendre juste 2 minutes peut-être pour voir si d'autres personnes se joignent à nous. Alors, j'ai fait cette émission juste avant en allemand dans le groupe allemand et j'ai eu quelques problèmes techniques. Donc, alors le problème technique consistait à ne pas voir les messages que vous écrivez. Donc, c'est très embêtant parce que j'aime que les choses soient interactives. J'aime pouvoir répondre à vos interrogations, à vos remarques. C'est beaucoup plus vivant et beaucoup plus intéressant. Mais malheureusement, tout à l'heure, ça n'a pas bien fonctionné. Ça ne veut pas dire que maintenant, ça ne fonctionnera pas. Mais si jamais et je t'invite à ça. Si jamais tu as un commentaire ou une question, merci de l'écrire parce que même si je la reçois pas tout de suite, il y a parfois un décalage de réception avec dans le Facebook Live. Donc même si je ne la reçois pas tout de suite, j'y répondrai. Voilà, donc bonsoir Isabelle, bonsoir Marc. Ravie que vous soyez là. J'étais en train de dire que vos questions sont les bienvenues et surtout, je les attends avec beaucoup d'attention et de plaisir parce que c'est à vos questions que je voudrais répondre avant tout et à vos remarques. Mais j'ai eu des problèmes techniques, donc parfois ça n'arrive pas en temps voulu. Et donc, pardonnez-moi si vous ne recevez pas de réponse tout de suite. Malheureusement, ça arrive avec ce dispositif technique. Je vais essayer de trouver d'autres solutions plus performantes. Mais je suis là, vous êtes là, et on va déjà pouvoir commencer du sujet qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire quand les mots sont comme des coups. Il y a une personne qui a mis une remarque lorsque j'ai posté ce texte. Elle a dit oui, c'est pire que les coups. Il y a des mots qui sont pires que des coups. Et je suis bien d'accord avec ça. Il y a des mots qui sont tellement blessants, ils nous atteignent tellement profondément qu'on préférerait recevoir. Donc voilà, ça commence avec les problèmes. Ça y est, je suis de retour, je vous attends. J'attends que vous reveniez. Ah, je suis tellement désolée. Pourtant, j'ai une super connexion Internet ici. Enfin bon. Alors, je vous attends, je vous attends. Ça y est, Christiane, merci de revenir. Voilà, je le disais bien, ben, parfois il y a des problèmes. Ça y est, ça commence. On attend 2 minutes, que Isabelle revienne, que Marc revienne. Et je vais vérifier quand même que j'ai tout arrêté, tous mes trucs qui fonctionneraient sur Internet. C'est quoi ça? Non, non, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Bon, de toute façon, vous allez pouvoir regarder l'enregistrement par la suite et ça palliera un tout petit peu aux questions pratiques, techniques. Voilà, navré pour ça. Donc, nous sommes là pour parler des mots. Parler des mots et parler de comment les mots nous blessent. Pourquoi c'est si important? C'est la première. Oui, ça y est, Marc, tu es là à nouveau. Super. Pourquoi
c'est si important de s'intéresser à ce sujet. Bien, j'ai un avis très clair là-dessus. Moi, je pense que nous sommes des êtres sociaux. Je ne suis pas la seule à le penser, évidemment, mais je l'affirme. Nous avons besoin des uns des autres pour nous sentir bien. Nous avons un besoin de connexion aux autres. Or, qu'est-ce qui nous connecte? Tout plein de choses, mais aussi les mots. Qu'est-ce qui nous connecte là? Christiane, je ne te connais pas. Marc, je ne te connais pas. Et je te parle ici. Et c'est ça qui nous connecte. Il y a quelque chose que nous partageons ici à travers les mots que j'offre ici et que tu vas recevoir, j'espère, avec tout ce qu'il te faut pour en faire quelque chose pour toi et pour ta vie. C'est ça qui m'importe. Mais les mots, donc, nous connectent, nous unissent dans le meilleur des cas. Mais les mots nous séparent aussi. L'être humain est un des mammifères les plus dépendants de l'autre. Quand nous venons au monde, nous mettons énormément de temps à nous libérer du besoin de l'autre, de nos parents. Nous mettons des années à pouvoir vivre et survivre seuls. Alors évidemment, selon l'éducation, selon la situation, ça met plus ou moins longtemps. Mais nous sommes dans une grande dépendance à l'autre par notre nature. Et bien sûr, selon les relations qui se créent, qui se tissent, selon notre expérience de vie et notre capacité à croître, à grandir, nous quittons cette dépendance pour devenir indépendants, puis interdépendants. Je pense que le but ultime de la relation, c'est l'interdépendance, c'est-à-dire une interaction saine où nous avons conscience qu'à la fois l'autre nous enrichit de sa présence et que nous lui donnons aussi notre richesse par le fait d'être présent auprès de lui. Les mots, donc, jouent un rôle très, très important dans cette capacité à être dans l'interaction, à être dans l'interdépendance. Bonsoir à tous ceux, toutes celles qui arrivent, Fantomette, Andrea, Anso, ravi que vous soyez là ce soir. Je vais continuer et je m'excuse à nouveau d'avance pour les éventuels problèmes techniques. Donc, si jamais ça coupe, attendez que je sois de retour et rebranchez-vous. Il y aura une vidéo entière que je monterai une fois l'émission terminée. Voilà. Alors, donc, nous avons besoin des autres. Les mots nous mettent en lien. Les mots créent du lien. Il n'y a pas que des mots, bien sûr, mais les mots, c'est notre premier moyen d'entrer en contact. Qu'est-ce qu'on va faire quand on se met en contact avec quelqu'un? On dit bonjour, on dit ça va, on dit des choses qui permettent de créer juste... Oh. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Oups, pardon. Qui créent une interaction justement et qui permettent de rentrer dans une interaction, dans un contact. Les mots que j'utilise vont donner la forme à ce contact. C'est-à-dire, plus les mots créent de l'ouverture, plus
le contact va devenir riche, dense, positif, agréable, constructif. Plus les mots créent de la fermeture, plus ils laissent un impact destructeur, diminuant, rabaissant. Je vais être affectée négativement, je vais être blessée, je vais me renfermer. Prenons quelques exemples. Et j'aime bien vous parler de ma propre histoire parce que c'est certainement le plus simple, le plus parlant et le plus authentique des vécus que je peux partager, qui est le mien. Donc, bon, j'ai mon premier vécu d'échanges verbaux qui était vraiment difficile, c'était à l'adolescence. J'ai eu une enfance plutôt heureuse, on va dire, mais j'étais quelqu'un j'aime bien savoir de quoi on parle et j'aime bien savoir qu'est-ce qu'il faut comprendre et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe autour de moi. Mais c'est une fâcheuse tendance pour les parents, surtout des parents d'une autre génération, où il fallait se taire, il ne fallait pas parler, il ne fallait pas montrer ses émotions, etc. Donc, moi, j'avais des parents qui n'étaient pas méchants, mais qui n'aimaient pas que je pose toutes ces questions. Et donc, à l'adolescence, où bien sûr, je devenais un peu plus confrontante, un peu plus pressante avec mes envies de comprendre, et surtout mon envie de créer de la connexion avec mes parents, de mon besoin d'être entendue, mon besoin d'être comprise, eh bien, plus évidemment, ça se passait mal, et je recevais une forme de rejet. Ça prenait différentes formes, mais mon premier souvenir extrêmement violent de ça, c'était, je ne me souviens pas des mots précis, mais je me souviens que je suis montée dans ma chambre et je me suis dit, mon Dieu, ce que vient de se dire là, eh ben, j'aurais préféré recevoir des coups. J'aurais préféré qu'on me frappe plutôt que d'entendre ça. Tellement ça m'avait affecté, tellement ça m'avait fait mal, tellement ça m'a fermé en moi. J'étais complètement coupée de moi-même, j'étais cloîtrée et je me sentais seule, très très seule. Alors bon, ben, quand on est adolescent, on a plein d'amis, ça allait. J'ai su faire face, bon, j'ai réussi à en faire quelque chose, mais je me souviens de ma réaction qui a été, je ne veux pas vivre des échanges de cet ordre-là parce que ça me blesse trop profondément. Ça m'atteint trop profondément. Qu'est-ce qui se passe dans un échange verbal qui est violent de cette manière-là? Mes parents, ils ne voulaient pas volontairement me faire du mal. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Il y a des personnes qui sont malveillantes, ça existe. Mais très souvent, dans les rapports aux autres, il n'y a pas nécessairement un désir de faire mal. Il y a surtout une incapacité à rentrer en contact, à se mettre en lien et à créer les conditions bénéfiques pour entrer dans un échange qui soit nourrissant, qui soit enrichissant, qui produise un effet bénéfique sur nous. Et c'est quoi l'effet bénéfique dans la relation? C'est qu'une ouverture se crée, ou au moins que la fermeture
soit empêché. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me heurte, ça va me fermer. C'est comme, moi j'aime bien l'image de l'escargot, quand on y touche l'antenne, là, ça se retracte. L'escargot, il rentre dans sa coquille. C'est un peu ça, quand je suis heurtée par ce que j'entends, par l'attitude de quelqu'un, par les mots qui me font violence, eh bien alors, je vais me renfermer, je vais me retirer dans ma coquille et je vais surtout construire de plus en plus une protection qui certes est nécessaire, qui me protège, mais qui à la fois va m'emmurer. J'ai travaillé avec une personne qui me disait ça au début de notre travail. Elle me disait, je me sens emmurée. Je me sens complètement coupée du reste du monde. Eh bien, voilà, nous avons réussi par la relation saine que nous avons pu établir dans ce travail de relationnel thérapeutique. Nous avons réussi à ouvrir ce mur petit à petit, tout en douceur, étape par étape. Il n'y a pas d'étape prédéfinie, hein. C'est un travail de sensibilité. C'est aller chercher à nouveau la capacité à sentir. Parce que qu'est-ce qui se passe pour un enfant ou un adolescent, enfin pour un être qui grandit dans un environnement où les mots sont difficiles? Qu'est-ce qui va se passer pour cet enfant-là? Il va de plus en plus se fermer. Donc ça, je l'ai expliqué. Et cette fermeture, elle va être comme une protection pour ne pas sentir ce qui fait mal. Donc, cet être, cet enfant, il va ne plus sentir ce qui est là pour lui. Il va se blinder. Alors peut-être vous avez l'expérience de ça, hein. Je pense qu'on a tous l'expérience de ça. Heureusement, par moment, on sait faire ça. Et à la fois, quand c'est trop, ça devient néfaste. Mais par exemple, parfois, on se dit, oh, ouais, pareil, toujours, pas grave, même pas mal, même pas peur. Voilà. Toutes ces choses-là, on sait se les dire et parfois, ça permet de passer des situations, je ne sais pas, par exemple, quand il s'agit d'enseignants, de professeurs, où il faut se blinder. Après tout, c'est pas des gens qui vont partager notre vie. On n'a pas besoin d'un lien extrêmement ouvert pour faire ce qu'on a à faire ensemble. Bien évidemment, quand il s'agit de papa ou de maman ou des frères et sœurs, c'est toute une autre histoire parce qu'on partage notre quotidien et on partage notre enfance. Et c'est quoi notre enfance? C'est toutes les constructions qui ne sont pas encore en conscience. C'est pour ça qu'on doit par moments s'intéresser à ce qui a été. J'ai beaucoup de gens qui me disent, mais oui, bon, ben, je veux bien que quelque chose change, mais surtout, je ne veux pas m'intéresser à mon enfance. Je dis, mais oui, ben, on ne va pas s'intéresser à votre enfance, on va s'intéresser à pourquoi vous ne pouvez pas faire autrement que vous faites. Et il se trouve que sur ce chemin-là, ben, on va rencontrer des situations qui se sont passées dans l'enfance. On ne peut pas l'éviter, on ne peut pas effacer le passé. On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas effacer les marques que le passé, le vécu a laissées en nous. Mais on peut les observer, on peut les regarder avec bienveillance, en créant de l'ouverture qui nous permet de toucher du doigt
le ressenti qui était là à ce moment-là, le ressenti qui correspond à notre sensibilité, donc à notre être, à qui nous sommes. Et plus j'ose à nouveau, malgré les blessures, m'ouvrir à ça, plus je vais me reconnaître et plus je vais être en mesure de produire des effets dans la communication à l'autre qui vont être bénéfiques pour moi. Par exemple, dire non à certaines choses. Par exemple, prendre la fuite de certaines situations. Quand je suis enfant, je ne peux pas le faire, ça. J'ai besoin de mes parents, aussi terrible soit la relation. Quand je suis adulte, c'est différent. Je peux avoir le choix. Parfois, je n'ai pas le choix. Je vais vous raconter encore des anecdotes qui permettent d'illustrer ça. Parfois, je n'ai pas le choix. Mais parfois, je peux créer d'avoir le choix. Je peux le chercher, le choix. Et c'est ce qu'on fait quand on décide de, par exemple, commencer une thérapie pour transformer sa façon de se voir soi-même, transformer la perception qu'on peut avoir de soi-même, revenir dans le contact à son propre ressenti, sortir de la blessure et créer de l'ouverture. Bon, on va voir ça un peu plus en détail. Moi, j'ai connu une autre situation très difficile qui a été extrêmement violente pour moi. J'étais un peu plus âgée là, je devais avoir, je ne sais pas, 16 ans, 17 ans, oui, peut-être cet âge-là à peu près. Puis, toujours pareil, moi je voulais parler, comprendre, discuter, pourquoi mes parents ils voulaient que je fasse ceci et cela, et moi je ne voulais pas, et que, enfin bon, des histoires assez banales mais fâcheuses. Et je ne sais plus quel était le problème à ce moment-là, mais ma mère a décidé qu'elle n'allait plus me parler. Donc, après la dispute qu'on a eue, enfin, je sais pas, voilà, le soir, ben, le lendemain matin, j'arrive, je dis bonjour à ma mère, et elle ne dit rien. Et alors là, j'étais estomaquée, je me sentais mal, je ne comprenais pas, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, j'ai dû lui demander sans doute, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle ne me répondait pas. Mais vraiment, elle ne me parlait plus. C'était même pas le silence à une question, c'est qu'elle avait décidé qu'elle ne m'adressait plus la parole. Je trouvais ça incroyable, vraiment. Même là, quand j'y pense, excusez-moi, mais ça me choque encore. Bon, donc, ça a duré, je crois, 3 ou 4 jours. C'était vraiment très, très violent. C'était violent parce que je n'avais pas de retour. Je n'avais pas la possibilité ni de m'exprimer, ni d'avoir accès à son expression à elle. Bon, on peut dire que le silence est une expression de quelque chose, mais je suis tellement livrée à mon imaginaire dans ce silence que je suis en automate. Je fais les questions et les réponses moi-même. Et donc, ça peut rendre fou. C'est quelque chose qui peut rendre fou. Heureusement, ce n'était pas mon cas. Mais je me sentais très, très mal, effectivement, parce que mon intention n'avait jamais été de produire un tel effet. Je ne voulais pas provoquer, je ne voulais pas
être méchante. Je voulais être entendue, je voulais comprendre, je voulais être dans l'échange. Donc ça n'avait aucun sens pour moi, ce silence. Et cette punition, c'était une arme qu'elle avait sortie. Une arme très très grave. Très très grave pour un jeune, pour une adolescente, pour quelqu'un qui est en construction. Et on a besoin, bien sûr, de l'autre pour construire le sens de ce qui est en train de se jouer. Plus j'ai de mots, plus je crée le contact. Et c'est le contact qui me permet de me construire. Si je suis isolée, je ne construis rien. Si je reste, enfin si je construis des pensées, je construis des peurs, je construis la panique. J'étais paniquée au fond de moi. Mais je ne construis pas une capacité à être dans l'interaction avec l'autre et de produire une relation qui me soit bénéfique et qui soit bénéfique à l'autre. C'est pas uniquement dans un sens. Il s'agit pas seulement de recevoir et de dire « Oh super, je vis une relation super ». C'est aussi de pouvoir donner. Quand je peux pas donner à l'autre, quand l'autre il ne veut pas recevoir quelque chose de moi, c'est un rejet. Et en nous viennent automatiquement des peurs très très profondes, très archaïques de rejet et d'abandon qui nous mettent dans une forme de panique, qui nous déstabilise énormément et qui crée une insécurité énorme. Donc, ça, c'est l'arme du silence qui peut être extrêmement violent, extrêmement destructeur et laisser des marques profondes. Par exemple, si on prend ça à un autre niveau, une mère dépressive, ça arrive assez souvent, hein, les femmes après les accouchements parfois font ce qu'on appelle le baby blues, la dépression postpartum, où elles s'enferment un petit peu dans une mélancolie. Je ne vais pas rentrer dans les détails des origines de tout ça, peu importe. Mais ce qui se passe dans la relation avec le nouveau-né, avec le bébé, c'est que la mère, elle est absente. Elle est occupée avec elle-même. Elle est prise dans son monde intérieur mélancolique et elle n'est pas vraiment capable de se mettre en lien avec ce bébé qu'elle vient de mettre au monde. Alors bon, souvent, ça n'empêche pas de fonctionner normalement, c'est-à-dire de nourrir l'enfant, de s'en occuper, etc. Mais il y a un manque d'affectivité. La mère n'est pas capable de donner son amour, de faire sentir à l'enfant, non pas forcément, c'est même pas de l'ordre qu'il est bienvenu, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est qu'elle est juste occupée avec elle-même, elle ne se sent pas bien et souvent elle ne comprend pas pourquoi en plus, donc ça n'a pas de sens, donc elle tourne en rond dans son mal-être et le bébé, il est livré à lui-même sur le plan affectif. Alors que qu'est-ce que va faire une maman qui est en pleine forme, qui est toute joyeuse, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire avec son bébé? Elle va
faire des gazouillis, elle va lui parler même, elle va dire des choses, elle va faire des sons. Les sons, c'est les premiers mots. Une mère qui est dépressive, soit de nature, soit par la naissance, elle va pas faire ça. Elle va se taire. Elle va pas sourire. Elle va pas produire des sons. Elle va pas créer cette interaction humaine qui ramène le nouveau-né dans le monde sur Terre, si je peux dire, c'est-à-dire là où nous sommes des êtres incarnés qui parlons ensemble, qui nous appuyons les uns sur les autres, etc. Donc ce silence-là va évidemment créer une relation très spécifique. Qu'est-ce qui va se passer pour cet enfant? Mais cet enfant aura du mal, de manière plus ou moins importante, non seulement à construire du sens, mais aussi à s'approprier le langage. Donc, à pouvoir entrer en lien, en communication avec les autres. Les mots, pas que les mots, mais les mots permettent le contact, le rapport au monde, le lien avec autrui et donc des relations saines. Je suis vraiment pas contente parce que j'ai pas de... j'ose imaginer que vous êtes, peut-être vous avez des questions et que vous faites même des remarques dans le chat, j'espère, mais je n'y ai pas accès et c'est un peu frustrant parce que j'aurais bien aimé pouvoir voilà, faire des retours sur vos questionnements. Mais du coup, je vais continuer avec quelques exemples qui me viennent. Là, j'ai beaucoup parlé du silence. Et je voudrais donner un autre exemple qui peut déclencher quelque chose d'assez étonnant. Parfois, les mots, quand on est dans une relation toxique, ce qu'on appelle aujourd'hui une relation toxique, c'est quelque chose où la communication devient violente, justement, sans forcément avoir des gestes de violence, juste par les mots, où on est maintenu dans un état de dépendance, de malveillance, de méchanceté gratuite, d'accusation, des choses qui vont, d'insinuations qui font peur, ah aussi, il y avait un commentaire en dessous. Ah oui, tu écoutes pleinement, c'est bien, merci beaucoup. Je pense que ça a l'air de marcher quand même, les commentaires. Donc, ne soyez pas timide sur vos questions. Donc, les mots peuvent aussi nous réveiller. J'ai peur que vous avez trop de reflets là sur mes lunettes. Je vais juste allumer la lumière. Je commence à se faire noir. Voilà, peut-être que c'est un peu mieux comme ça, c'est pas sûr, mais bon. Donc, je vais encore vous donner un exemple de ma vie. C'est pas pour parler de moi, mais les exemples sont quand même utiles pour bien comprendre les situations et pour illustrer ce que je veux dire. Et si je vous parle de moi, c'est pour vous mettre à l'aise aussi de pouvoir parler de vous. Voilà. Donc, un autre exemple concerne la relation que j'avais avec mon ex-mari. Ça fait très longtemps que je suis divorcée, donc il n'y a pas de souci. C'est maintenant
vraiment quelque chose qui fait partie de mon passé, qui n'est plus, qui ne me heurte plus, qui ne me pose plus de problème. Mais ça a été très difficile à un moment donné et notre relation était malsaine et vraiment pas bénéfique ni pour moi ni pour lui. Sauf que lui, il faisait usage de mots et de verbalisation qui étaient extrêmement blessantes pour moi. Voilà, donc je me trouvais assez régulièrement en situation à pleurer et à être malheureuse et à pas savoir quoi faire, etc., etc. Bon, et ça dure toujours longtemps, beaucoup trop longtemps en général, avant qu'on puisse réagir. Et un jour, donc, lors d'un de ces incidents de méchanceté, de blessures, de disputes, d'altercations, il m'a dit, alors que j'étais en train de pleurer, il m'a dit, on a ce qu'on mérite. Et alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je l'ai regardé avec de grands yeux et j'étais choquée. Et puis, j'ai laissé arriver ces mots à moi. J'ai mis quelques jours, pas mal de jours quand même, pour laisser arriver ces mots jusqu'à moi, au fond de moi. Et puis, je me suis dit, il a raison. Il a raison. Et je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas qu'on me parle comme ça. Je ne mérite pas qu'on me traite comme ça. Je ne suis pas assez mauvaise pour mériter ça. Et je dois dire, je ne le remercierai jamais de m'avoir dit ça, parce que ça ne mérite pas de remerciement. Mais ça m'a réveillée. Ça m'a réveillée, ça m'a saisie, et ça m'a réveillée et m'a permis de réagir, de me dire effectivement, je mérite mieux. Je mérite mieux que ça. Et je vais aller me le chercher, puisque ici, visiblement, je ne le trouverai pas. Puisque s'il est convaincu que ce qu'il me donne, c'est ce que je mérite et que ça me fait souffrir à ce point-là, alors ma place, elle n'est certainement pas ici. Et donc, j'ai pris les choses en main, je me suis occupée de moi et je me suis dit, bon, ben, je vais chercher ce que je mérite. Et je vais chercher des conditions qui me permettent de pouvoir dire, oui, j'ai ce que je mérite. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est bien. Je pense que j'ai ce que je mérite. J'ai construit des choses qui me semblent tout à fait en adéquation avec ce que je ressens bénéfiques pour moi, des choses qui me font grandir encore aujourd'hui, des choses qui me soutiennent, des personnes qui sont là pour moi, etc., etc. Des enfants avec qui j'ai de bonnes relations, etc., etc. Donc, oui, il m'a fallu pas mal d'années et c'est jamais fini, mais j'ai réussi grâce à ces mots, si je peux dire, à me saisir de ces mots pour m'ouvrir à moi-même. Et j'insiste vraiment, vraiment sur ce sujet. L'ouverture, c'est la capacité à rentrer en communication. Et rentrer en communication nous permet de nous ouvrir à nouveau à nous-mêmes. Le contact. Le contact, c'est ce qui nous permet de grandir, c'est ce qui nous permet de nous construire, c'est ce qui nous permet d'être ici, maintenant, sur Terre, avec les autres.
J'imagine qu'il y a des questions. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est bien sombre autour de moi. Je pense que j'ai évoqué pas mal de choses et j'espère que tout ce que j'ai pu vous exprimer ici, avec les exemples aussi que je vous ai donnés, et vous en avez certainement de votre vie, vous en avez certainement de votre propre expérience. Et je vous invite de prendre, suite à cette émission, de prendre peut-être une feuille de papier et noter. Notez ce qui vous vient. Prenez des notes, des exemples de moments dans votre vie où vous avez été blessé par les mots. Mais ça peut être des exemples tout petits, des exemples anodins ou des exemples très importants. Essayez de les prendre, de les noter, de prendre en conscience ce qui vous a blessé, mais à quel moment, pas pourquoi. Juste ce que ça a été, observez. Et puis, rendez-vous compte comment ça vous a affecté. L'idée, c'est pas de ressentir la douleur que ça a produit. Parfois, c'est nécessaire. Là, il vaut mieux être accompagné. L'idée, c'est de vous connecter à nouveau à la sensibilité qui vous habite et à la laisser vivre, la laisser vibrer, la laisser rayonner. C'est à travers cette sensibilité-là que vous pouvez vous ouvrir à nouveau, et c'est d'abord avec vous-même. C'est d'abord avec soi-même, c'est d'abord avec toi-même que tu vas créer l'ouverture pour ensuite aussi petit à petit t'ouvrir au monde à nouveau. J'ai parlé tout à l'heure de la personne qui était venue emmurer quand nous avons commencé à travailler ensemble. Eh bien, aujourd'hui, elle ne se sent plus du tout emmurée. Et l'autre jour, elle m'a dit, un jour, Christina, tu m'as dit, travailler sur soi, ça n'a pas de prix. Bien, aujourd'hui, je comprends ce que ça veut dire. Travailler sur soi n'a pas de prix parce qu'à travers ça, je m'ouvre à moi-même, je me reconnais et du coup, je n'attends plus la reconnaissance des autres. Par contre, en plus, je peux m'ouvrir aux autres, je n'ai plus peur. Je ne vis plus dans la peur, je ne vis plus dans la hantise d'une relation dans laquelle je pourrais me laisser blesser. Voilà, et c'est ça que je vous souhaite. Et c'est pour ça que je fais tout ça. C'est pour ça que je vous parle ce soir. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler encore et toujours, parce que j'aimerais que toi aussi, que chacun de vous puisse trouver cette ouverture en lui, en elle, pour ne pas rester dans la peur d'autrui, ne pas rester dans la peur de s'ouvrir à soi-même, à sa sensibilité et donc à l'autre. Et c'est pour ça, c'est ça ma raison d'être, c'est ça la raison pour laquelle je fais ce métier, et c'est la raison pour laquelle je t'invite à prendre contact avec moi si tu veux aller plus loin dans ta démarche. Voilà, donc je vais poster comme d'habitude, comme je le fais, le lien pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Si tu souhaites travailler sur ta vie, sur comment s'est construit ta vie. Et je t'invite aussi à une nouvelle émission qui aura lieu dans 15 jours. Bien sûr, je vais l'annoncer auparavant. Et je vais parler d'amour la prochaine fois. Parce que nous avons tous envie d'amour. Nous avons tous envie de vivre dans l'amour. Mais comment faire? Nous voulons tous de l'amour dans notre vie,
Mais qui c'est qui a une vie pleine d'amour? Pas si simple. Ça sera le sujet dans 15 jours, donc. Et d'ici là, je te souhaite d'abord une belle soirée. Je suis vraiment dans le noir, je suis désolée. Mais une belle soirée. Et samedi, il y a le Tao, si tu le souhaites, te joindre samedi matin. Et donc, à bientôt dans ce groupe pour une nouvelle émission. Poste des questions dans le... poste des questions sous la vidéo pour que je puisse y répondre après. Hein. Toutes les questions qui viennent, j'y répondrai, ça c'est sûr. Donc, n'hésite pas. Ça peut être aussi de manière plus personnelle. Il n'y a pas de souci. Je ferai des retours. Merci d'avoir été là. À très bientôt. Et bonne nuit dans le noir.